à présent, à votre rendez-vous d'histoire sur Radio J, l'histoire des Juifs de France. Et pour ce nouveau numéro avec Christophe Dard, nous allons parler d'une famille de collectionneurs et de marchands d'art, les Wildenstein. Depuis la fin du 19e siècle, sur plusieurs générations, cette puissante lignée de galeristes a brillé sur la scène artistique. D'abord avec son fondateur, un Nathan parti de rien et qui est entré par hasard dans le monde de l'art. Mais depuis plusieurs années, l'empire des Wildenstein, qui pèse des milliards de dollars, s'est moins fait connaître des rubriques consacrées à l'art que celle du monde judiciaire, alors que pendant longtemps, cette famille a fait de la discrétion un art de vivre. Christophe, on va commencer donc par évoquer Nathan Wildenstein, c'est le fondateur de la dynastie. Oui, exactement. Fils de Lazare Wildenstein et de Babette Lévy, Nathan naît en 1851 à Fegersheim, dans le Bas-Rhin. C'est là que sa famille est établie depuis le début du XVIIIe siècle, tous de modestes marchands de bestiaux et de chevaux. Nathan, c'est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Il va également exercer cette activité de marchand et étonnamment à son petit-fils Daniel. Nathan Wildenstein donnera une toute autre version de ses origines familiales. Il dira ainsi que son père était rabbin, déjà mort à sa naissance, ce qui était faux, qu'il était fils unique et que sa famille était séfarade. Faux également. Alors comme font de nombreux juifs afin de rester français, Nathan Wildenstein quitte l'Alsace en 1870 lorsque la région passe sous le contrôle de l'Allemagne après la guerre entre la France et la Prusse. Il a alors 19 ans. Et il est le seul de sa famille à le faire. Ses 6 frères et sœurs deviennent donc allemands. Nathan arrive seul à Paris, mais la ville est fermée car on est en plein siège. Et alors direction Vitry-le-François dans la Marne. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a le mot François, donc français pour Nathan. C'est dire son attache à la patrie. En 1871, il fait son service militaire au 48e régiment d'infanterie à Chalon-sur-Marne, donc dans la région, et ensuite il est employé d'un tailleur à Vitry-François, puis il arrive à Paris où il travaille chez un vendeur de tissus. Alors un jour, une aristocrate polonaise, Delfina Potocka, autrefois amie du compositeur Frédéric Chopin, entre dans la boutique et elle fait alors une drôle de demande à Nathan Wildenstein. Oui, exactement, drôle de demande puisque elle va lui demander de vendre un tableau. Eh oui, sans doute impressionnée par ses talents de commerçant, elle lui demande plus précisément de revendre une toile dont elle souhaite se débarrasser, attribuée au peintre néerlandais du XVIIe siècle, Antoine van Dyck. Or, Nathan Wildenstein n'y connaît rien à l'art, mais il va accepter et il va apprendre du coup sur le tas pendant 10 jours. Il fréquente le musée du Louvre et il trouve finalement un acquéreur pour la toile, avec quand même à la clé en récompense 1000 francs, et il achète avec cette somme ses 2 premières œuvres de 2 artistes français du XVIIIe siècle, François Boucher et un pastel de Maurice Quentin de la Tour. Nathan Wildenstein décide alors d'abandonner son métier de tailleur et de devenir marchand d'art et courtier. Rien ne lui échappe pour se former à sa nouvelle profession, musée, galerie, hôtel des ventes et brocanteur. Eh oui, il se spécialise en particulier dans la peinture française de l'Ancien Régime et plus particulièrement le XVIIIe siècle, avec ses plus célèbres représentants que sont Watteau, Fragonard, Boucher ou bien encore Chardin. Mais Wildenstein est à contre-courant car faut bien dire qu'en cette fin 19e, début 20e siècle, ce type d'époque n'est pas recherché et ne se vend pas du tout. Et oui, ce n'est pas à la mode et ce que certains ont qualifié de style rococo est considéré par beaucoup de collectionneurs finalement comme une période de l'histoire de l'art dépassée et ringarde. Et le petit-fils de Nathan Wildenstein, Daniel, écrira en 1999 « Quand mon grand-père s'est lancé, ces noms ne valaient rien. Il n'existait pas, ce siècle, ces peintres et ces sculpteurs n'intéressaient personne. C'est lui qui les a sortis de l'anonymat, qui les a révélés. C'est lui seul et personne d'autre. Dans le dernier quart du 19e siècle, l'art officiel vivait sous le joug de l'école de Barbizon que des emmerdeurs et parfois aussi de vrais peintres. L'impressionnisme à ses yeux n'était qu'une chose innommable, c'était tout sauf de la peinture. » Alors à part Van Gogh, Christophe, aucun peintre plus moderne n'intéresse Nathan Wildenstein, comme par exemple Picasso, dont il dit un jour « C'est le garçon le plus exquis et le plus intelligent que je connaisse, mais il faudra bien que quelqu'un lui dise d'arrêter de peindre. » Petit homme maigre, moustachu, les yeux clairs, Nathan Wildenstein rencontre bientôt Laure Lévy, descendante d'une famille de séfarades originaire de Carcassonne, issue d'un milieu aisé. Ils vont se marier en 1881 à la synagogue de Nazareth. Et grâce à la dot de la jeune femme, il va ouvrir cette même année sa première galerie dans les beaux quartiers parisiens, dans le 8e arrondissement. En 1889, Wildenstein s'associe avec un Français par ailleurs, issu d'une famille alsacienne juive athée, Ernest Gimpel, le père de René Gimpel, marchand d'art, galeriste et résistant, qui sera déporté
en Allemagne par ailleurs en 1944 et où il mourra l'année suivante. Oui, René Guimpel, dont on parle souvent pour les restitutions d'œuvres depuis plusieurs années. Au tournant du XXe siècle, Wildenstein et Guimpel, donc Ernest Guimpel, sentent que c'est du côté des États-Unis qu'il faut aller trouver un nouveau marché, même si les Américains aiment l'art anglais et ne sont pas du tout intéressés par l'art français, et encore moins celui du XVIIIe siècle. Mais Guimpel est anglophone, ce qui est un atout majeur pour cette conquête du marché anglais puis américain. Après une succursale ouverte à Londres, Wildenstein et Guimpel ouvrent une galerie à New York en 1903. Et leur premier client outre-Atlantique, c'est John Piermont Morgan, le fondateur de la banque Morgan. Et oui, les clients principaux de Wildenstein et Guimpel sont de puissants industriels, comme par exemple Henry Ford, fondateur de l'entreprise automobile du même nom, bien encore le fameux Rockefeller. Mais Wildenstein ne se rend jamais aux États-Unis. D'ailleurs, c'est pas un homme qui voyage beaucoup. Il se rend de temps en temps aux Pays-Bas pour admirer la peinture néerlandaise. En tout cas, Nathan Wildenstein fait partie, Christophe, de ces marchands d'art et collectionneurs les plus suivis au début du XXe siècle et qui exposent bien au-delà des frontières françaises. Et les autres sont l'antiquaire Jacques Seligmann, né en Allemagne dans une famille juive et qui avait émigré en France en 1874. Lui aussi a créé une galerie à New York au début des années 1900. On peut aussi citer les marchands Paul Durand, lui le premier à exposer les impressionnistes à Paris, mais aussi à Londres, Bruxelles, New York, où il rencontre un grand succès et possède également une galerie, lui, depuis 1887. Et puis un autre, Ambroise Vollard aussi, bien sûr, au tournant du XXe siècle. Grand nom parmi les marchands d'art, c'est lui qui a révélé Gauguin, Van Gogh, Matisse, Picasso, et il est également éditeur. Signe de sa puissance, Nathan Wildenstein acquiert en 1905 un hôtel particulier à Paris, rue de la Boétie, dessiné par l'architecte du théâtre de l'Odéon et entièrement meublé style 18e siècle. Et bien évidemment, son style préféré, le lieu abrite sa collection de peintures et d'objets d'art. 3 ans plus tard, Nathan Wildenstein achète près de Villacoublay un château casanier. Il vit entouré de sa famille. Alors il respecte les fêtes juives mais n'est pas pratiquant. Il dit ainsi avec humour: je ne mange pas de crustacés. Je suis sérieux, moi. Quand je prends un homard, je ne mange que les pattes. Alors il s'accorde aussi un plaisir régulier, les champs de course, qui prend d'ailleurs de plus en plus de place dans son existence. Il adore se rendre aux hippodromes. Il crée en 1923 l'écurie Wildenstein, qui obtiendra pendant des décennies des prix importants lors de grandes courses, et d'ailleurs jusqu'à récemment, comme le prix de Diane d'Amérique ou de l'Arc de Triomphe. Oui, effectivement, qui fait le bonheur des joueurs de tiercé depuis plusieurs années. Nathan Wildenstein qui associe son fils Georges à l'activité familiale. Né en 1892, ce dernier collectionne dès l'âge de 6 ans les cartes postales et les photos de tableaux. Il ne joue pas à la Barbie ou à Action Man. Il lit tous les livres d'histoire de l'art qui lui passent entre les mains. Il s'intéresse aux artistes modernes que n'aime pas son père, notamment les impressionnistes. Appelé sous les drapeaux en 1912, Georges Wildenstein travaille aux Invalides au secrétariat d'un général. Il découvre alors un vieux tableau plein de poussière où l'on reconnaît à peine Napoléon Bonaparte. Il le nettoie et découvre qu'il s'agit d'un tableau du peintre Jean-Auguste Dominique Ingres. Oui, il y a sans doute peut-être une part de légende là-dedans. Ça fait très livresque tout cela. En tout cas, après-guerre, Georges Wildenstein va décrocher la timbale, un contrat de 15 ans avec Picasso. Et oui, le même que n'aimait pas son père. Alors évidemment, d'ailleurs, c'est pas du goût du paternel qui veut bien travailler avec son fils, mais à part, dans un autre espace. Il va l'exfiltrer ailleurs. Du coup, il va y avoir 2 galeries Wildenstein à Paris désormais, après la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup Christophe pour ce numéro de l'histoire des Juifs de France consacré à la famille Wildenstein. La suite au prochain épisode.